Alors, pourquoi la MINUSCA demande-t-elle l'augmentation de ses armes en Centrafrique? Pourquoi la mission des Nations Unies en Centrafrique, qui a déjà 11 500 hommes, a demandé à l'ONU de l'augmenter de 3 000 hommes, alors que cette mission vient de déclarer qu'elle n'est pas en Centrafrique pour combattre la rébellion centrafricaine? J'aimerais parler 5 minutes de cette affaire. Je suis en train de lire la presse et j'ai la confirmation que la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, a publiquement affirmé qu'elle n'est pas en Centrafrique pour combattre la rébellion centrafricaine, protéger le peuple centrafricain contre la rébellion centrafricaine. Alors, il est important qu'on se demande et que tous les Africains se posent la question du bien fondé de cette mission. Que fait la mission des Nations Unies en Centrafrique? On doit poser cette question à M. Mankeur Ndiaye. On doit poser cette question à M. Sall, l'officier qui s'est exprimé il y a 2 jours. C'est assez troublant ce qu'ils ont dit. Franchement, qu'est-ce qu'ils font en République centrafricaine? Centrafricain, Baramo, Baramingi. Demandez à la MINUSCA ce qu'elle fait là. Pourquoi y a-t-il une mission des Nations Unies en République centrafricaine? Si c'est pour dire qu'ils ne sont pas concernés par la bataille pour déloger la rébellion qui combat le gouvernement illégal et illégitime. À quoi servent-ils? Comment peut-on protéger le peuple centrafricain sans combattre les agresseurs du peuple centrafricain? Il y a un problème logique là que j'aimerais éclairer rapidement avec vous. Ça me trouble et c'est pour ça que j'ai voulu en parler sans préparation particulière. Il faut qu'on se pose cette question. Que fait la MINUSCA? Et on doit se poser cette question à propos de la MONUSCO en RDC. La MONUSCO en RDC depuis pratiquement 20 ans passés. Depuis que la MONUSCO est en RDC, la RDC ne retrouve pas la paix. Mais ils font quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Que font ces missions-là en Afrique noire? Qu'est-ce qu'elles font? À quoi servent-elles? Ah, mais dis donc, il y a une vraie question. Oui, chers amis, je voulais juste poser assez rapidement une question qui me turlupine, littéralement. Après avoir lu les déclarations de M. Tal, qui est l'un des officiers adjoints de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Déclarations qui sont sur le site officiel de la MINUSCA et qui disent que la MINUSCA n'est pas là pour combattre la rébellion en Centrafrique, elle est là pour protéger les populations. Bon, comment peut-on protéger les populations centrafricaines sans combattre ceux qui agressent les populations centrafricaines? Je me pose la question. Et je recommence la question. À quoi sert la mission des Nations Unies en République centrafricaine si cette mission ne combat pas les agresseurs du peuple centrafricain? Comment peut-on protéger les populations civiles centrafricaines sans l'attaquer, sans combattre ceux qui agressent ces populations civiles centrafricaines et qui les blessent, les tuent, les exilent, les déplacent, les spolient? Comment la MINUSCA peut-elle prétendre qu'elle n'est pas en République centrafricaine pour combattre ceux qui assassinent les Centrafricains et demander, comme elle l'a fait en janvier 2021 à l'ONU, par la bouche de son principal responsable, le Sénégalais Mankeur Ndiaye, que ces troupes qui sont déjà à 11 500 hommes et plus soient augmentées de 3 000 hommes? C'est-à-dire, comment la MINUSCA peut-elle vouloir avoir l'armée la plus nombreuse, l'armée la plus armée sur le sol centrafricain et en même temps dire qu'elle n'est pas engagée dans le combat contre la rébellion centrafricaine qui s'attaque à un gouvernement légal, à un gouvernement légitime, qui massacre les populations, qui exile les populations, qui affame les populations et qui retarde le Centrafrique? C'est une question importante. Et il faut que la presse centrafricaine présente à Bangui aille poser cette question aux responsables de la MINUSCA.
que ce soit ce monsieur Stahl qui a parlé, monsieur Mankeur Ndiaye, tous les représentants de la MINUSCA doivent être questionnés par les journalistes et le peuple centrafricain. Vous dites que vous n'êtes pas présent sur notre sol centrafricain pour combattre ceux qui nous tuent, ceux qui nous agressent, ceux qui nous spolient. Alors, vous êtes là pourquoi? Si vous n'êtes pas là pour les combattre, qu'est-ce que vous faites là? Puisque pour nous protéger, il faut nous défendre. Et puisque pour nous défendre, il faut combattre ceux qui nous attaquent. Que faites-vous là? Je voudrais, et c'est la deuxième observation, attirer votre attention sur le fait que la déclaration de la MINUSCA correspond exactement à la posture qu'a adoptée depuis plusieurs mois la France dans le conflit en République centrafricaine. La France a des militaires en Centrafrique. La France est la puissance la plus influente en Afrique centrale francophone. Et la France est la puissance qui domine les décisions au sein de la MINUSCA. D'ailleurs, à la tête de la MINUSCA, il y a un Sénégalais. Et un Sénégalais qui est donc un affidé de Macky Sall, dont on sait que c'est un vassal d'Emmanuel Macron et de la puissance française. Macky Sall, le président du Sénégal. Alors, la question est la suivante. Vous avez la force armée la plus importante actuellement sur le sol centrafricain, en nombre d'hommes, à savoir plus de 11 500 hommes. Vous allez à l'ONU en janvier 2021 et vous demandez non pas qu'on autorise que le gouvernement centrafricain puisse acheter lui-même ses armes, que le gouvernement centrafricain puisse doter sa police, sa gendarmerie et son armée. Non! Vous demandez qu'on vous ajoute à vous, MINUSCA, à vous, Mankeur Ndiaye, 3000 hommes, avec les armes et les munitions qui vont avec. Et puis, au mois de février, vous envoyez votre porte-parole nous dire que la MINUSCA n'est pas là pour combattre la rébellion. Autrement dit, vous nous dites que la MINUSCA fait le jeu de la rébellion centrafricaine. Parce que dans la logique militaire, il n'y a pas d'à peu près. Tu ne peux pas être sur un terrain de combat et dire que tu es neutre. Ta neutralité profite à quelqu'un. Et dans le cas d'espèce, à qui profite la neutralité supposée de la MINUSCA? La neutralité supposée de la MINUSCA profite tout naturellement à la rébellion de la France-Afrique. Puisque si la MINUSCA ne combat pas la rébellion de la France-Afrique, il s'ensuit que toutes les positions qui sont tenues par la MINUSCA peuvent être récupérées à tout moment par la rébellion. Je recommence. Il ne faut pas que ça vous échappe. Les arguments. Journalistes qui allaient interroger les dirigeants de la MINUSCA, faites-leur un cours de logique. Dites-leur ceci. Puisque vous n'êtes pas là pour combattre les rebelles, il s'ensuit que toutes les villes qui sont occupées par des unités de la MINUSCA ne sont donc pas protégées de la rébellion. C'est-à-dire que quand les FACA laissent la MINUSCA gérer la sécurité dans certaines villes, c'est à leur risque et péril. Et au risque et péril du peuple centrafricain. Parce que chaque fois que ces villes vont être attaquées par la rébellion, puisque la MINUSCA n'est pas là pour combattre, la MINUSCA, comme on l'a vu à Bambari, comme on l'a vu à Yaloké, comme on l'a vu partout, la MINUSCA lève ses armes et laisse passer la rébellion. Donc en réalité, la déclaration du porte-parole de la MINUSCA vient révéler la complicité objective de la MINUSCA avec les forces qui attaquent le Centrafrique. Tu prétends me défendre, moi, peuple centrafricain, mais tu refuses de combattre contre ceux qui m'attaquent. Il y a un problème. Tu ne peux pas me défendre et ne pas combattre contre ceux qui m'attaquent. Posez-leur la question de la manière suivante. Monsieur Mankeur Ndiaye, représentant de la MINUSCA le plus important, haut responsable de la MINUSCA en République centrafricaine, est-ce que vous trouvez normal qu'une force qui est supposée défendre le peuple centrafricain dise qu'elle ne combat pas ceux qui attaquent le peuple centrafricain? Et c'est d'autant plus paradoxal que la MINUSCA se vante ces derniers jours d'être responsable de l'ouverture de la route entre le Cameroun et la capitale centrafricaine. Et j'ai entendu M. Tal de la MINUSCA parler en disant que ils ont réussi à ouvrir cette route en utilisant des moyens terrestres et des moyens aériens. Ah bon? Donc la MINUSCA détenait des moyens aériens et des moyens terrestres depuis plusieurs mois que cette route était attaquée et bloquée par la rébellion centrafricaine. Donc la MINUSCA avait les moyens aériens de déloger les rebelles sur la route entre Bangui et la frontière camerounaise. Et la MINUSCA ne faisait rien.
Et tout d'un coup, la MINUSCA a eu des moyens terrestres et des moyens aériens pour couvrir tout ce corridor commercial, de Bangui jusqu'à la frontière camerounaise. Troisième observation, mais pourquoi ces responsables de la MINUSCA aiment mentir? Est-ce que c'est vous qui avez libéré ce chemin? Est-ce que c'est vous qui avez débloqué ce chemin? Tout le monde sait que si le gouvernement centrafricain a de nouveau pu contrôler, en bonne partie maintenant, la trajectoire entre Bangui et la frontière camerounaise, c'est grâce à deux alliés. Deux. Il n'y a pas la MINUSCA dedans et il n'y a pas la France dedans. Les deux alliés en question sont la Russie et le Rwanda. Je recommence. Ce sont la Russie et le Rwanda qui permettent au gouvernement centrafricain et aux forces armées centrafricaines de reprendre l'avantage sur le terrain. C'est avec le concours de ces deux puissances franchement engagées aux côtés des FACA, que le gouvernement centrafricain est en train de récupérer ville après ville, route après route en Centrafrique. Donc la MINUSCA se précipite en quelque sorte pour récupérer la victoire, alors qu'elle n'y a pas contribué. Je recommence. Dans la communication de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, on a l'impression qu'ils sont en train de courir après la récupération communicationnelle de la victoire. Et je voudrais, et ça c'est ma quatrième observation, attirer l'attention du gouvernement centrafricain sur cette bataille de la communication qu'il ne faut pas perdre. Et je voudrais attirer l'attention du gouvernement centrafricain. Prenez exemple sur le Rwanda. J'ai été émerveillé ce matin en regardant un documentaire d'environ 24 minutes, 20 minutes à 24 minutes, élaboré par l'armée rwandaise, le gouvernement rwandais, sur la mission rwandaise en Centrafrique, sur le bataillon rwandais en Centrafrique. Un documentaire en 20-24 minutes qui vous présente l'efficacité, le professionnalisme, la puissance et le succès sur le terrain du bataillon rwandais. Ça va faire 3 semaines que je conseille, que je recommande au gouvernement frère de Centrafrique d'utiliser la stratégie de la communication audiovisuelle. N'utilisez pas seulement des photos et des images fixes. Utilisez les micros, vidéos et faites des reportages sur toutes les villes, toutes les routes, toutes les localités qui ont été reconquises. Donnez la parole au peuple centrafricain dans ces vidéos. Parce qu'il faut gagner la bataille de l'opinion. Et je suis au regret de le dire. Pour le moment, la France-Afrique domine le gouvernement centrafricain dans la bataille de l'opinion. Je recommence. Pour le moment, la France-Afrique, c'est-à-dire la MINUSCA, c'est-à-dire la France, c'est-à-dire la rébellion centrafricaine, domine encore le gouvernement centrafricain sur le plan de la communication. Or, c'est un plan décisif. C'est un plan extrêmement important. Et de ce point de vue, je trouve que les Rwandais sont très efficaces. J'ai publié leur reportage de 20 minutes. Un reportage qui est plus élogieux que 150 images. Donc, au lieu de passer le temps à afficher sur le portail gouvernemental uniquement des images, c'est déjà bien qu'il y ait des images. Le gouvernement doit faire tourner des microfilms. Il faut montrer comment la vie reprend partout où le gouvernement a repris le pouvoir. Et il ne faut pas publier ces microfilms uniquement sur les chaînes officielles du gouvernement, puisque l'information officielle est toujours frappée de ce qu'on peut appeler le risque de manipulation idéologique. Il faut que cette information entre dans les réseaux sociaux, parce que l'opinion se fait maintenant sur les réseaux sociaux. Faites dans toutes les villes qui ont été libérées des micro-vidéos-reportages. Yaloke, Bossembele, Bossem Télé, Bria, partout où vous êtes entrés, faites voir au monde le retour à la vie du peuple centrafricain, le retour à l'action du gouvernement. Ne restez pas dans la communication figée. Et les Rwandais l'ont compris. Si vous regardez bien le documentaire que les Rwandais viennent de publier sur leur mission en République centrafricaine, vous voyez que dans ce documentaire, ils répondent à la propagande de la France-Afrique. Ils contrecarrent la propagande de la France-Afrique. Ils démontent la propagande de la France-Afrique. Et surtout, il y a une information importante dans ce documentaire. Les forces rwandaises en Centrafrique nous informent de ceci, qu'elles ne sont pas là-bas sous la direction de la France. Et que l'armée rwandaise est prête à assister l'armée centrafricaine à tout moment, même si la MINUSCA n'est pas d'accord. C'est dit dans le documentaire. Le bataillon rwandais qui a donc signé, qui bénéficie d'un accord passé entre le gouvernement centrafricain du président Touadéra et le gouvernement rwandais du président Kagame, informe le monde entier dans cette vidéo qu'eux, ils sont prêts à protéger
le peuple centrafricain, à combattre pour le peuple centrafricain à tout moment. Et qui sont même prêts à agir avant la MINUSCA. C'est dit dans le documentaire. Or, qu'est-ce que ça veut dire, le fait de dire dans le documentaire, nous sommes prêts à agir avant la MINUSCA? Ça veut dire que nous ne sommes pas sous les ordres de la France ici. C'est ce que Kagame dit. Kagame dit, mes hommes en Centrafrique, les femmes, les Rwandais qui combattent en Centrafrique ne sont pas sous les ordres de Paris. C'est ce que Kagame dit dans le documentaire. Et c'est ça qu'on appelle le courage communicationnel. Et c'est ça qu'on appelle la présence communicationnelle. Ne nous contentons pas, chers frères et sœurs du gouvernement centrafricain, des images. La communication est très figée, elle n'est pas assez mobile, elle n'est pas assez dynamique, il faut communiquer. Le documentaire est, je l'ai republié sur ma page Facebook. Si vous fouillez mes publications du jour, vous allez trouver ce documentaire. Autrement, tapez Force rwandaise en Centrafrique sur YouTube et vous allez trouver le documentaire qui est un bon modèle de ce que doit faire le gouvernement centrafricain et ce que le gouvernement centrafricain ne fait pas. Je trouve que le gouvernement centrafricain n'a pas compris la nature, n'a pas encore bien compris la nature du réseau de circulation de l'information. Le gouvernement centrafricain reste énormément coincé dans des formes classiques de communication. Et dans ce terrain-là, il est écrasé par RFI, il est écrasé par France 24, il est écrasé par la France-Afrique, il est écrasé par la rébellion centrafricaine qui, quant à elle, bénéficie mais de l'aide télévisuelle, l'aide de la presse écrite, l'aide des communicants de la puissance française. C'est important de comprendre la nature du système de communication qui étrangle le Centrafrique. Il faut comprendre cela, il faut le faire. Et ça va faire pratiquement 3 semaines, même 1 mois, que je fais ces propositions. Et je me rends compte que le bataillon rwandais, les autorités rwandaises, avec leur bataillon centrafricain, ont déjà appliqué cela. Vers le 24 janvier, ils ont fait leur documentaire. Ils ont dépêché, ils ont fait des reportages. Ils ont compris qu'il ne faut pas mettre des photos figées, des images figées. Bon, Bossambélé a été libéré, on met une photo. On montre des soldats qui sont devant l'entrée de Bossambélé. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, messieurs, mesdames, au travail. Faites une communication dynamique, une communication mobile, une communication mouvante. Et surtout, sur les réseaux sociaux de communication, mettez des micro-vidéos où le peuple centrafricain s'exprime. Donnez la parole à des soldats centrafricains capables de communiquer. Donnez la parole à des fonctionnaires. Donnez la parole au peuple qui reprend vie dans toutes les localités qui sont reprises. Ça va démoraliser la rébellion. Ça va démoraliser la France-Afrique. Et ça va démoraliser même les politiques français. Le fait que le monde entier sache que la vie a repris partout où il pensait que le développement était interdit. Mais en tout cas, je voulais souligner la contradiction flagrante de la MINUSCA. La dernière sortie de la MINUSCA, le 10 ou le 11 février, cette dernière sortie est en réalité la révélation des intentions frauduleuses de cette mission manipulée par Paris. Ils disent bien qu'ils ne sont pas là pour combattre la rébellion. Mais ils prétendent être là pour protéger les populations. Comment pouvez-vous protéger les populations en ne combattant pas ceux qui agressent le peuple centrafricain, ceux qui massacrent le peuple centrafricain, ceux qui tuent les Centrafricains? Et quant à vous, mes frères, citoyennes, citoyens de République centrafricaine, vous qui êtes sur place, sachez que vous avez la puissance des réseaux sociaux pour faire connaître ce qui se passe dans ce pays. Devenez chacun un micro-communicant de l'émancipation centrafricaine. Chaque fois que vous en avez la possibilité, sur YouTube, sur Facebook, postez des micro-éléments audiovisuels sur vos pages permettant de montrer l'évolution en cours dans votre pays. Ne laissez pas la communication sur la bataille centrafricaine aux ennemis du peuple centrafricain. Pour le moment, les ennemis du peuple centrafricain contrôlent encore l'essentiel des moyens de communication sur la crise centrafricaine. Ils contrôlent encore l'essentiel des moyens de communication sur la crise centrafricaine. Il faut leur arracher ça. C'est des citoyens d'abord qui arrachent cela. C'est les politiques qui mettent en place une stratégie. Et de ce point de vue, prenez exemple auprès du gouvernement rwandais. Les Rwandais sont très en avance en matière de communication politique de guerre. C'est-à-dire qu'il faudrait même envoyer une délégation du ministère centrafricain de la Défense,
le département communication de la défense doit aller en stage au Rwanda. N'allez même pas loin. Allez en stage au Rwanda. Allez rapidement là-bas. Faites-leur passer même, je ne sais pas, 10 jours pour que les Rwandais les forment. Parce que ce que j'ai vu, le documentaire rwandais est un... C'est ça la communication politique de guerre. Et les Rwandais ont fait cela pour leur mission qui est en Centrafrique. Ils sont venus en Centrafrique et ils ont valorisé leur mission. C'est comme cela qu'il faut valoriser. Il faut valoriser les FACA. Il faut valoriser l'administration. Il faut valoriser les populations. Il faut valoriser les communautés chrétiennes, musulmanes. Il faut valoriser tous les groupes de la population centrafricaine qui sont pour l'état de droit, la démocratie, la république, le retour à une véritable paix. Il faut les valoriser. Et la valorisation, ça ne se fait pas par les images fixes. Les images fixes, là, c'est la communication du XXe siècle. On est au XXIe. L'image mobile domine. L'image mobile domine, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs et Mesdames les ministres. L'image mobile domine le monde. Et c'est ce que les Rwandais ont donné en exemple. Ils ont dépêché, depuis le Rwanda, une journaliste qui est venue faire un reportage de 24 minutes, mais qui est un reportage lumineux. C'est-à-dire que ce reportage même est un service rendu au peuple centrafricain et au gouvernement centrafricain. Parce que les Rwandais ont montré leur indépendance d'esprit. Et ils sont venus dire, nous sommes ici à Bangui, ce n'est pas Paris qui nous a envoyés ici. Nous sommes ici parce que le gouvernement légal et légitime du Centrafrique nous a envoyés. Nous sommes impliqués dans la MINUSCA. Mais ce n'est pas la MINUSCA qui nous commande. Parce que nous avons un accord entre le Rwanda et la République centrafricaine qui est tel que si la République centrafricaine est attaquée, on n'attend pas la MINUSCA. On monte au combat. On monte au combat tout de suite. Nous, on n'a pas... C'est-à-dire que, comme on le dit à Abidjan, les Rwandais disent dans le documentaire qu'eux, ils ne durent pas dans mauvais rêves. Ils entendent que quelqu'un est en train d'attaquer le peuple centrafricain, les voilà seulement qui s'en vont. Et qu'eux, ils sont organisés pour réagir avant la MINUSCA. C'est-à-dire que la MINUSCA réagit au bout d'une heure, 30 minutes. Non, eux, ils veulent réagir dans les 10-15 minutes. 10-15 minutes, ils doivent être sur le terrain d'opération. Ils disent ça dans leur communication. Ils disent que non, nous, on n'attend même pas la MINUSCA. On n'est même pas fait pour attendre la MINUSCA. Oh non, qu'est-ce que j'ai aimé ça. Il faut que vous regardiez ce documentaire. Si vous avez du temps ce dimanche, regardez, ça dure 20-24 minutes si je n'abuse. Et je vous remets le lien du documentaire d'ailleurs. Je vous remets le lien du documentaire tout de suite pour que vous l'ayez en bas de cette vidéo. C'est un très bon documentaire qui doit servir de modèle à la communication officielle centrafricaine. C'est ça qu'il faut faire. Donc le bataillon rwandais dit que non, qu'eux ils ne sont pas là-bas pour s'amuser avec quelqu'un. Que non, que... comme on dit chez moi, que eux ils ne s'amusent pas. Dès que quelqu'un attaque, eux ils attaquent. Et qui n'attendent pas les ordres de la MINUSCA. Les officiers rwandais disent, on n'attend pas. On n'attend pas. Alors Rwanda en Centrafrique. Je vous prends ça et je vais vous mettre ça tout de suite pour que vous ayez ça dans les commentaires. Mission rwandaise en Centrafrique. Ah, ça s'appelle documentaire 2. Les opérations des forces rwandaises en République centrafricaine. Ça s'appelle documentaire 2. Les opérations des forces rwandaises en République centrafricaine. Je vous prends le lien. Je vous prends le lien là et je vais vous mettre le lien pour que vous l'ayez sous cette vidéo. Je vous mets ça tout de suite là sur Facebook pour que vous l'ayez. Donc, hop. Hop. Je vous le mets là. Et voilà. Je vous le mets en commentaire. Hein. Je vous le mets pour le moment en commentaire. Vous devriez le voir apparaître. Un lien YouTube devrait être apparu sous vos yeux là, dans les commentaires. Voilà. Je vois qu'il apparaît là. Il apparaît bien. Il apparaît. Voilà. Donc, vraiment, envoyez ça pour ceux d'entre vous qui ont des entrées auprès du gouvernement. Envoyez-leur ça en disant, je leur parle depuis 3 semaines, 1 mois, de passer à la communication audiovisuelle. C'est très efficace. Eh bien, ils ont un exemple très intéressant parce que ça a été fait en Centrafrique par la communication politique rwandaise. Prenez ce lien-là, donnez-le au gouvernement et dites-leur, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Parce que s'ils font ça, le monde entier sera convaincu que la cause de la France-Afrique est terminée.
En tout cas, soutien total au peuple centrafricain, soutien au gouvernement légal et légitime du Centrafrique, au président, mon collègue le professeur Faustin Archange Touadéra, au Premier ministre Firmin Ngrebada, soutien à vous, mon général Henri Wanzé Lingisara, soutien à vous, centrafricaines et centrafricains, qui menez un combat important pour toute l'Afrique. Très important pour toute l'Afrique. Et sachez que nous sommes en train de mobiliser, de sensibiliser les Africains pour qu'ils se rendent compte que le combat qui se mène en Centrafrique nous concerne tous. Si le Centrafrique, je l'ai déjà démontré, se libère de l'étranglement français, toute l'Afrique se libérera dans la foulée. Et en tout cas, je montrerai dans les hésitations de la diplomatie géopolitique camerounaise actuelle que ce qui est en train de se passer en Centrafrique va avoir un effet domino en Afrique centrale. Il y aura un effet domino, il n'y a rien à faire. Si le Centrafrique est libéré, l'Afrique centrale est libérée. Je recommence. Je vais le démontrer dans ma prochaine conférence. Je suis en train de préparer en étudiant l'évolution géotactique, géopolitique, géostratégique du Cameroun. L'évolution géotactique, géopolitique du Congo-Brazzaville. Vous allez voir que dès que le système français va vaciller, par exemple en Centrafrique, c'est un coup qui va en réalité avoir un effet domino sur toutes ses positions sur le continent. Ça ne va pas être sans conséquence. Le Centrafrique ne sera pas libéré seul. Le centre de l'Afrique, en se libérant, aura déclenché le processus libérateur de toute l'Afrique francophone. Vous comprenez pourquoi je suis très intéressé et je suis comme du lait sur le feu l'évolution de la crise centrafricaine. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de très important pour tout le continent qui se joue là, à Bangui. Donc les moindres de leurs déclarations, j'ai connecté pratiquement 4 ordinateurs ici chez moi pour suivre. Avec la situation centrafricaine, elle est suivie comme du lait sur le feu. L'évolution de cette situation étant un renseignement important sur l'évolution de la situation africaine. Donc merci de partager ceci et de faire parvenir à la MINUSCA nos interrogations légitimes. J'en ai posé 2. Pourquoi la MINUSCA a-t-elle donc demandé l'augmentation des troupes de 3000 hommes à l'ONU, puisqu'elle ne combat pas? Première question. Deuxième question. Pourquoi la MINUSCA veut-elle être l'armée la plus puissante du Centrafrique, alors qu'elle ne combat pas la rébellion de la France-Afrique? La réponse à la première question est que la MINUSCA veut augmenter sa puissance pour affaiblir le gouvernement. Et si la MINUSCA veut affaiblir le gouvernement, ça veut dire qu'elle joue le jeu de la rébellion. La réponse à la deuxième question. Pourquoi veut-elle être la plus armée des puissances en Centrafrique alors qu'elle ne veut pas combattre la rébellion? Mais c'est bien parce qu'elle est associée à la rébellion pour combattre le gouvernement. Donc, quelle que soit la manière dont vous questionnez le positionnement de la MINUSCA, vous vous rendez compte que la MINUSCA est manipulée par la puissance française et que la MINUSCA est là pour affaiblir le gouvernement de Touadéra et favoriser la prise de pouvoir par la rébellion, sachant que cette rébellion est faite de dirigeants qui ne développeront jamais le Centrafrique. Le but est de remettre à la tête du Centrafrique des hommes et des femmes qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, qui ne savent pas et qui n'espèrent même pas développer ce pays. Car au final, la puissance coloniale française a toujours pensé que ce pays devait être bloqué puisque les matières premières de ce pays sont supposées appartenir pour les millénaires à venir à la puissance française. Les matières premières de ce pays sont supposées appartenir pour des millénaires et peut-être même pour l'éternité à la puissance française. Voilà. Donc je republie à nouveau le lien du documentaire rwandais. Et je demande aux Centrafricaines et aux Centrafricains d'aller regarder ce documentaire et de demander au gouvernement de faire ça dans chaque ville qui a été libérée. On ne demande même pas 20 minutes. Toute ville qui a été libérée, faites un travail de 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes, toute localité libérée, avec utiliser le schéma de la communication rwandaise. C'est un schéma magnifique. En attendant, continuons de signer la pétition. Nous sommes déjà à plus de 6600. Nous devons arriver à 10 000. Et je dois adresser cette pétition au Conseil de sécurité des Nations Unies, au nom de tous les signataires. Ce sera un moment solennel. Ce sera un moment essentiel de notre action politique en tant que société civile panafricaine, en tant qu'amis
des peuples africains en lutte de toutes origines, de toutes nationalités, de tout continent. Nous sommes en train d'approcher les 7000 signatures. Quand nous allons atteindre 10 000, les 10 000 premières personnes qui ont signé, eh bien, nous allons transmettre cette signature au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je suis en train de réfléchir à la procédure solennelle par laquelle ces 10 000 premiers pétitionnaires, eh bien, seront adressés au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire, voilà, je viens de la part de 10 000 citoyens de ce monde vous dire, dites à Paris de récupérer son embargo et de laisser le peuple centrafricain vivre tranquillement. La même pétition a été introduite à l'Assemblée nationale française. Elle peut être signée par les citoyens français. Elle peut être signée par toute personne qui réside légalement en France et qui a un numéro fiscal en France. Et on nous dit que si nous voulons qu'il y ait un débat public sur la France-Afrique, sur le Centrafrique, à l'Assemblée nationale française, il faut que nous réussissions à obtenir 100 000 signatures de cette pétition. Donc des signatures de citoyens français et de résidents en France. Ça, nous pouvons le faire si nos frères antillais nous soutiennent. Nous pouvons le faire si nos frères polynésiens nous soutiennent, si nos frères réunionnais nous soutiennent, si nos frères guyanais nous soutiennent. Nous pouvons le faire si nos frères franco-arabes nous soutiennent. Nous pouvons le faire si nos frères français blancs, amis des libertés, parce qu'il y en a, heureusement, nous soutiennent. Donc le défi nous a été lancé, on nous donne 1 an pour réunir 100 000 signatures et obtenir un débat public qui sera diffusé en direct à la télévision, sur la chaîne publique Sénat de l'Assemblée nationale, sur la France-Afrique. Et le débat peut durer 3 jours. On nous demande pour cela de rassembler 100 000 signatures de citoyens français ou de personnes résidant dans l'un des territoires français. C'est un défi à notre hauteur. Ne me dites pas que nous ne sommes pas au moins 100 000 à vouloir que la France libère l'Afrique et que le colonialisme français s'arrête en Afrique. Dans cette pétition, nous citons la liste des dictatures soutenues par la France en Afrique. Nous faisons la liste de toutes les dictatures soutenues par la France en Afrique. Et nous demandons que lors du débat qui sera ouvert, si nous atteignons les 100 000 signataires, nous demandons qu'il soit débattu des actes posés par la puissance française dans ces pays et que les parlementaires acceptent de transmettre au gouvernement une motion lui demandant de cesser ces pratiques de soutien. Nous voulons que les parlementaires français prennent conscience des crimes commis en leur nom par le gouvernement français et par les gouvernements de la 5e République française en Afrique. Et que ça devienne un sujet à l'intérieur même de l'enseignement de l'éducation civique en France. Que ça devienne un sujet qu'on va introduire dans le programme d'éducation des petits Français. Oui, on doit l'enseigner au collège, on doit l'enseigner au lycée, on doit l'enseigner à l'université. Les crimes de la 5e République française et de ses précédentes en Afrique. Ça doit devenir une partie de la mémoire des petits Français. Et ce débat que nous voulons introduire à l'Assemblée nationale française a pour but d'ouvrir la conscience française à la tragédie africaine. Une tragédie que le français lambda a tendance à ignorer, qu'il ne veut pas connaître. Parce que cette tragédie supposerait qu'il change de regard sur ses dirigeants, auxquels il a tendance à donner le bon Dieu sans confession. Donc aidez-nous. On va atteindre les 10 000, j'en suis convaincu. D'ici la fin du mois de février, on aura nos 10 000 signatures de la pétition générale, celle qui est ouverte à toutes les nationalités. Mais il nous faut relever le défi des 100 000 pour que le sujet-là soit imposé à l'Assemblée nationale française. Qu'il soit discuté, pendant 3 ou 4 jours, des gens se succèdent pour s'expliquer sur ce qu'ils ont fait en République centrafricaine, au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait au Niger, au Tchad, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Burkina, qu'ils viennent s'expliquer. On nous demande d'être 100 000 à demander que le débat soit ouvert, conformément à la loi française. Donc voilà ce en quoi nous pouvons être utiles. Nous qui avons la possibilité en tant que citoyens français de faire entendre la voix de l'Afrique en France. Aidez-nous. Aidez-nous à faire connaître ce combat. Ce n'est pas que le combat du peuple centrafricain, c'est notre combat à tous. Et
En fait, dans un combat comme celui-ci, chacun d'entre nous doit se demander, est-ce que je fais tout ce dont je suis capable? Est-ce que je donne le meilleur de moi-même? Au lieu de rester dans une posture de plainte, à une posture, comment on va dire, revancharde, à une posture de colère, il faut que nous ayons, en tant que citoyens africains et français, ou européens, ou américains, ou canadiens, ou quoi que ce soit, nous ayons un programme d'action. Chacun de nous doit se donner un programme d'action. Qu'est-ce que je fais? Voilà, une semaine vient de passer. Qu'est-ce que j'ai fait pour les luttes fondamentales de mon continent? Les luttes fondamentales de ce monde dans lesquelles je suis concerné, moi, mes enfants et mes descendants, moi, mes parents, mes amis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est cette bonne attitude-là qui va élever le niveau de conscience partout en Afrique et dans toutes les diasporas africaines. Il faut que nous soyons des gens qui sont actifs au sens de, ils ont des programmes, ils ont une liste d'actions qu'ils mènent et il faut que nous soyons aussi des gens qui amènent les autres à agir, que nous soyons des forces d'entraînement. Il ne suffit pas, toi, d'avoir signé la pétition pour avoir fait ton devoir. Fais l'effort d'amener d'autres à signer. Essaie de leur expliquer le bien fondé à ceux qui hésitent. Essaye toi aussi de développer un réseau de prise de conscience autour de toi, car tu n'es pas seul et tu connais du monde. N'abandonne pas dans les épaules de ceux qui sont supposément connus sur les réseaux sociaux, la sensibilisation et la mobilisation. Commence, deviens animateur. Si tu ne peux pas être une lumière dans le ciel, tu peux au moins être une lampe dans ta maison. Fais briller cette lampe dans ta maison. Et fais un plan. Ne fais pas briller cette lampe par hasard. Assieds-toi dans ton cabinet de réflexion, assieds-toi dans ta maison, prends un calepin et réfléchis à ce que toi tu peux faire. Et fais un programme d'action grâce à cette réflexion. Ne fais pas, parce que nous on a tendance en Afrique, beaucoup de gens ont tendance à agir au pif, au hasard, selon les intuitions qui viennent. Ça ne suffit pas. Quand tu as une intuition, il faut la systématiser. Il faut réfléchir à la manière de la réaliser. Donc, par exemple, il faut utiliser le système du calepin. Noter ses idées, programmer ses idées, réfléchir aux actions, faire un agenda d'action et suivre son agenda. Vous me voyez sur les réseaux sociaux, tout ce que je fais là est programmé. Je sais quand je me lève un jour ce que j'ai à faire dans la journée. Quand je commence une semaine, j'ai mes objectifs de la semaine. C'est clair dans ma tête. C'est déjà noté, c'est écrit quelque part dans ce bureau, dans un de mes calepins. Tout est tracé. Or, ça vous paraît complètement spontané, mais c'est des heures et des heures d'anticipation. C'est des jours entiers même, où je cherche à savoir exactement comment faire avancer les causes qui me sont chères. Je pense que cette méthode-là d'anticipation, de réflexion, d'objectivation, de mise par écrit, cette méthode d'auto-questionnement, se demander est-ce que moi, je fais ce que je fais de mieux? Est-ce que je ne suis pas sous-actif? Est-ce que je ne suis pas hypoactif? Est-ce que je ne suis pas passif? On doit sans cesse se poser cette question. Est-ce que je saisis toutes les opportunités que j'ai de faire avancer des causes qui me sont chères? On doit prendre l'habitude de cette autocritique. Moi, je la pratique tous les jours. Aujourd'hui, on est dimanche. Que pouvais-tu faire? Qu'as-tu fait?